Bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, on attend encore quelques Alors, minutes pour voir si davantage de personnes arrivent ou on commence tout de suite. oui, on, Eh on ben, peut attendre un petit peu. Moi, j'aimerais bien savoir les participants qui sont déjà présents, s'ils peuvent, par le chat ou quelque chose comme ça, essayer de nous dire que tout s'est bien passé pour la connexion. Parce qu'il excuse-moi semblerait Marina. qu'il y ait eu des petits soucis de connexion. Oui. Ouais, il y a 29 personnes qui Ah, ben sont, voilà, ouais. alors tout Donc va en bien. fait, Je viens de voir un petit tout, pouce arriver, donc tout va bien. voilà. Donc tout va bien. Bon, Alors, on je vous peut laisse commencer. dérouler votre. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à tous et puis bienvenue à ce webinaire proposé par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables d'Occitanie. Ce premier webinaire de l'année 2024, ce premier à l'issue d'une période fiscale assez longue. Et je remercie donc la société Impactis, Julien et Séverine qui sont parmi nous et qui vont nous présenter la RSE comme avantage concurrentiel, apporter de la valeur ajoutée à vos clients tout en améliorant votre rentabilité. Vous verrez qu'ils ont des solutions à proposer sur nos achats et sur le cercle vertueux des économies que l'on peut faire par les achats et notamment pour répondre à la CSRD et sur la partie RSE. Donc je vous remercie Julien et Séverine. Je vais vous laisser la parole. Nous avons un webinaire qui va durer une petite heure et qui à l'issue de celle-là, il y aura un système de questions-réponses par le chat. Donc n'hésitez pas à envoyer vos messages qui seront lus tout au long du webinaire ou à la fin du webinaire. Merci encore à la société Impactis pour ce partenariat avec l'Ordre des experts comptables et je vous dis bon webinaire à tous. Merci. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, aujourd'hui, l'objet de la réunion, c'est de voir en quoi la RSE peut être un avantage concurrentiel et comment on peut apporter de la valeur ajoutée à vos clients tout en améliorant votre rentabilité. Au sommaire aujourd'hui, donc, on va vous présenter Impactis, qui nous sommes, notre savoir-faire, l'offre de valeur que nous apportons à nos clients. On verra dans un deuxième temps, on fera un focus sur la RSE pour répondre à la question pourquoi et comment adresser la RSE. Et nous vous proposerons une méthodologie originale et exclusive pour ce faire. On verra ensuite quels sont les logiciels de reporting que l'on peut utiliser. Et dans un dernier temps, en quoi le partenariat que nous proposons de réaliser avec Impactis est un partenariat gagnant-gagnant, tant pour les experts comptables que pour les commissaires aux comptes. Nous terminerons par la session par un épisode de questions-réponses pour répondre aux questions qui ont été posées pendant ce webinaire. Donc aujourd'hui, notre Impactis repose sur une équipe de 5 personnes. On a une expertise assez forte puisqu'on cumule, Séverine et moi, 40 ans d'expérience professionnelle dans les grands groupes. Pour ma part, je suis donc directeur opérationnel. J'ai 20 ans d'expertise en conseil et en organisation bancaire. Donc, je suis intervenu au Crédit Agricole, à la Société Générale, chez Indosuez, à la BNP Paribas, notamment sur des problématiques de gestion du changement, de transformation digitale. J'ai une certification en business process management et j'ai évolué sur la partie informatique, donc toute la partie pilotage des data centers et la mise en conformité réglementaire des obligations de la BCE, donc sur tout ce qui est lié aux transformations digitales et aux obligations de production de KPI réglementaires. Oui, bonjour à tous, donc je suis Séverine Ecky, je suis associée d'Impactis. Donc Impactis, en fait, notre valeur ajoutée, c'est d'optimiser les achats de nos clients, donc tout en intégrant les critères RSE et donc de les accompagner sur cette partie RSE qui est vraiment important dans le contexte actuel. Donc pour ma part, j'ai 20 ans d'expérience en achat, donc au sein de grands groupes, notamment plutôt à Paris, comme Toyota, BNP Paribas, Atos, la Société Générale. J'interviens également comme professeur à l'université de Montpellier et à Montpellier Business School sur la partie achat et RSE. Et je suis également formatrice en entreprise sur la partie achat responsable et RSE pour des entreprises en fait qui veulent prendre le virage de la RSE et devenir voilà, plus compétitive. Donc on a une expertise forte, hein,
On est aussi membre du Conseil national des achats, donc qui nous permet d'avoir des échanges de bonnes pratiques, etc. dans le domaine des achats avec des grands groupes du CAC 40 notamment. On fait partie du club stratégie achat de la CCI. Et donc, on est une société voilà, de 5 personnes, donc avec Géraldine Avignon qui est responsable de la communication digitale, Joseph Henkel qui sont chefs de projet achat. Donc, lors de mon expérience précédente, j'ai eu l'occasion de sourcer 60 catégories d'achats, donc c'est-à-dire que ce soit production, hors production, ce qui permet à Impactis d'avoir une expertise très large en fait sur toutes les catégories d'achats. Et j'avais la responsabilité donc d'un budget d'1 milliard d'achats par an au niveau du monde. Je vais vous exposer notre savoir-faire. Donc, vous l'avez compris, nous, on est vraiment spécialisé dans l'optimisation des achats, mais avec une forte dimension RSE. Donc, sur les trois carrés supérieurs, vous pouvez donc identifier la partie correspondante aux achats. Une première partie sur l'audit des achats. On analyse les achats chez les achats fournisseurs chez nos clients. On analyse l'ensemble des charges d'exploitation. Une partie négociation contractuelle auprès des fournisseurs et une partie proprement dite d'amélioration de la marge. On réalise des appels d'offres en intégrant les critères RSE et on atteint des économies substantielles qui se montent entre 5 et 10% des achats d'une entreprise, qui permet d'avoir une amélioration de la CAF vraiment significative. On a un autre bloc, donc c'est toute la partie RSE, donc c'est les trois rectangle inférieur, une partie formation RSE avec des interventions en entreprise et en enseignement universitaire. La partie RSE achat, c'est-à-dire l'analyse de la fonction achat et l'identification des critères RSE et le déploiement opérationnel de cette partie RSE achat. Et une partie diagnostic RSE, donc tout ce qui est diagnostic de maturité RSE, de double matérialité, tout ce qui concourt en fait au support à l'audit de la CSRD. On réalise un constat aujourd'hui, dans un premier temps, c'est que selon les secteurs, entre 40 et 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise est lié aux achats. Donc clairement, optimiser ses achats, c'est améliorer sa marge. Et il faut bien prendre en considération que pour doubler son résultat net, il y a deux options. Soit on double son chiffre d'affaires, ce qui peut être particulièrement long, de 5 à 10 ans, soit on optimise ses achats. Et chez nous, des missions d'accompagnement pour optimiser ses achats, ça dure entre 3 et 6 mois selon leur complexité. On voit que c'est clairement beaucoup plus rapide d'optimiser ses achats que d'essayer de développer son chiffre d'affaires. On a une cible aujourd'hui qui sont les PME qui ont plus de 2 millions d'euros d'achats par an, quelle que soit la typologie d'achat, qui est à peu près environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On va vous présenter le cas spécifique d'un de nos clients, qui est une entreprise industrielle de peinture qui cherchait à améliorer sa rentabilité. Donc là, la démarche, la question, c'était comment améliorer sa rentabilité sur ses achats de production et hors production, tout en sélectionnant des fournisseurs plus vertueux qui répondent aux critères RSE. Donc la solution qu'on a mis en place, c'est la réalisation d'un appel d'offres pour chaque catégorie, en intégrant des critères RSE dans la sélection des fournisseurs à hauteur de 20% des critères d'attribution du marché. On a réalisé la négociation des tarifs et des RFA, c'est-à-dire les remises de fin d'année auprès des fournisseurs. Et on a refondu l'intégralité des contrats avec les fournisseurs pour sécuriser les prix, et ce sur une durée de 2 ans, de façon à stabiliser les relations fournisseurs. Nous avons été très satisfaits et très surpris du résultat obtenu. On a réussi à négocier 180 000 euros d'économie par an, soit 8,3% du total, soit sur 2 ans, 360 000 euros d'économie sur la durée du contrat. Donc, ça veut dire incidemment une meilleure trésorerie quasiment immédiatement, une amélioration de la CAF, un doublement du résultat net opérationnel et donc des capacités d'investissement bancaire qui ont été renouvelées. Tout ça pour vous expliquer l'ensemble effectivement des résultats probants qu'on arrive à obtenir grâce à notre méthodologie. Vous avez compris la partie amélioration de la rentabilité là que je viens de vous exposer avec le cas de cette entreprise.
Mais ce qui est intéressant de prendre en considération, c'est que ces économies permettent de financer en fait la RSE de façon incidente. Notre façon de travailler, c'est qu'on fonctionne au success fee à 100%, c'est-à-dire que la facturation est intégralement liée au succès sur le montant des économies réalisées. Et on réalise un paiement en fin d'année, c'est-à-dire a posteriori, pour améliorer la rentabilité et la trésorerie des entreprises. L'autre avantage de notre démarche, c'est d'améliorer la maîtrise des risques. On réalise un accompagnement sur mesure sur la partie achat et la partie RSE. On améliore le risque fournisseur, on sécurise les conditions contractuelles et on aide les entreprises à se mettre en conformité avec la CSRD sur le scope 1, 2 et 3. Cette intervention intervient en business as usual, c'est-à-dire que ça n'a aucune incidence sur l'activité opérationnelle des entreprises. Il y a très peu d'investissement de ressources en interne puisqu'on prend la main sur l'intégralité des achats et des relations fournisseurs, qui donc supprime et allège en fait la charge en interne sur toutes ces parties de négociation fournisseurs. Et on peut évidemment, sur la demande des clients, conserver les fournisseurs existants si c'est nécessaire. Alors, pourquoi et comment adresser les enjeux de la RSE? Donc, la démarche RSE, c'est sur le scope 1 et 2 et les achats responsables, donc ça adresse le scope 3. Donc, on va voir de quelle façon, enfin, c'est bénéfique pour vos clients afin qu'ils augmentent leur marge. Ça va faciliter aussi l'audit CSRD, donc autant pour les entreprises, mais voilà, pour vous et puis les commissaires aux comptes dans les entreprises. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour que la RSE devienne un avantage concurrentiel? Donc, on s'est aperçu qu'il y a une forte demande déjà des clients sur la partie RSE. Donc, en 2022, une étude qui a été réalisée par la BPI, l'Observatoire, la responsabilité sociale des entreprises et Pricewaterhouse, auprès donc d'entreprises dont 66% de PME, montre clairement que 78% des fournisseurs sont sollicités par leurs clients sur les critères RSE. Donc ça, en fait, c'était en 2022, avant même la promulgation de la directive européenne CSRD. Donc, c'est vraiment un chiffre qui tend à s'accroître de façon significative. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait quelle forme prend cette sollicitation, et on s'aperçoit que la première sollicitation, c'est les critères RSE qui sont dans les appels d'offres, puisque maintenant, il y a 20% des critères d'attribution du marché des appels d'offres dans tout ce qui est institutions publiques et même les entreprises privées qui est dédiée à la RSE. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'entre 2020, lorsque l'étude a été réalisée pour la première fois, et 2022, donc ce premier critère a été en augmentation de 10%. Ensuite, quelque chose qui va vous parler aussi, c'est l'évaluation extra-financière de l'entreprise. Donc ça a augmenté de 17%. Donc, on se rend bien compte que les entreprises, en fait, prennent vraiment la mesure de la partie extra-financière de leurs sous-traitants, parce que le scope 3, en fait, les implique aussi directement. On a essayé d'identifier les principaux enjeux de la RSE et pour nous, il y en a deux. Il y a trois différents acteurs qui sont concernés aujourd'hui dans la production de ce reporting. Il y a les experts comptables qui sont prescripteurs des solutions auprès des entreprises, donc prescripteurs de conseils, d'outils, de méthodologies pour accompagner l'entreprise à ce qu'elles puissent produire leur reporting extra-financier RSE à partir de leurs données. Et enfin, il y a les commissaires aux comptes qui auditent et vérifient la conformité réglementaire du reporting. Donc, on voit bien qu'il y a une synergie d'acteurs à trouver qui doit se mettre en place et aujourd'hui qui est un peu balbutiante. Euh, par ailleurs, les entreprises ont des charges significatives à adresser. C'est-à-dire que se mettre en conformité et adopter la RSE, ça nécessite à la fois un investissement en termes de temps, donc c'est particulièrement chronophage, un certain nombre de diagnostics à réaliser, d'indicateurs à mettre en place, des audits internes sur l'intégralité des fonctions de l'entreprise à réaliser. Et donc, ça nécessite aussi un coût financier induit par des outils et de la production d'un reporting. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un double enjeu, un enjeu méthodologique et un enjeu financier pour adopter cette RSE.
Voilà, alors nous, on propose en fait une méthodologie au sein d'Impactis qui permet en fait d'adresser en premier lieu le scope 3. Donc, c'est-à-dire en fait optimiser les achats des clients en leur générant des économies tout en intégrant les critères de la RSE, ce qui permet avec ces économies qui sont générées, donc selon les secteurs, c'est entre 5 et 10%, de financer la RSE, donc de financer ensuite le scope 1 et le scope 2 avec la mise en place de diagnostics de maturité RSE, un accompagnement aussi au bilan carbone lorsque c'est souhaité par l'entreprise. Donc, notre méthodologie, elle permet en fait d'avoir des données qui sont qualitatives et certifiées par un tiers, parce qu'en fait c'est des audits en fait qu'on mène qui permettent d'avoir une vision exhaustive du scope 3 et du scope 1 et 2, et donc ça va vraiment faciliter la mise en place du reporting CSRD. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, on va pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, on commence par le scope 3, donc les achats, avec une méthodologie qui est basée sur l'ISO 20400. Donc, c'est l'ISO qui est lié aux achats responsables et qui va vraiment viser à optimiser autant les processus que les coûts et en s'adaptant à la réglementation de la CSRD. Donc, c'est-à-dire en fait en demandant aux fournisseurs lors des appels d'offres en fait des informations sur les 7 piliers de la RSE. Donc on va analyser d'abord le besoin du client et analyser notamment le grand livre fournisseur, donc qui nous permet d'avoir une vision exhaustive du montant des achats de nos clients, et après travailler par granularité, par catégorie d'achat. On analyse également les contrats fournisseurs et on examine les processus existants, et ensuite donc on met en place la stratégie, donc c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le principe de Pareto, la matrice de Karl Jick, donc qui sont des outils en fait achats et qui nous permettent de mettre en place un plan d'action stratégique en fonction des besoins, des objectifs de l'entreprise, de son secteur. Ensuite, on met en concurrence. Donc c'est là en fait où on va indiquer dans les attributions du marché que 20% sont dédiés aux critères de RSE et 80% sur le prix, etc., ou la qualité. Et ensuite, la partie vraiment finalisation, négociation et contractualisation qui permet donc d'aligner les clauses de performance et les intérêts économiques pour avoir une chaîne d'approvisionnement voilà, résiliente. Donc ensuite, avec les économies qu'on a générées, donc on peut mettre en place la méthodologie qui impacte le scope 1 et 2, donc vraiment lié à l'entreprise. Donc là, on a 2 livrables. Donc c'est le reporting de maturité RSE. Donc là, notre méthodologie, elle s'appuie sur l'analyse des 7 piliers de la RSE, donc qui correspondent aussi aux normes ESRS de la CSRD, les objectifs de l'ONU et l'ISO 26000. Donc l'idée, c'est que on fasse une analyse documentaire, une cartographie des enjeux sociaux, environnementaux, etc. Et ensuite, on analyse voilà, la maturité de l'entreprise sur ces critères RSE. Et on propose un livrable donc, qui est le reporting de maturité RSE, qui va servir aussi à la constitution du reporting CSRD. Pour aller plus loin, on peut, à la suite de ce diagnostic de maturité, donc qui nous aura permis d'identifier les axes d'amélioration, les points forts, les points faibles, etc., vraiment la politique RSE de l'entreprise, donc basée sur la même méthodologie de l'ISO 26000 et les 7 piliers de la RSE, en définissant des objectifs RSE qui vont être mesurables et atteignables sur le court terme, moyen terme et long terme. Donc, on va avoir un planning en fait en fonction des objectifs qui ont été identifiés, de leur priorisation, et on intègre aussi les parties prenantes de l'entreprise pour mettre en place ce plan d'action. Ensuite, on a un suivi des indicateurs de performance. Donc, on définit avec l'entreprise des KPI, donc des Key Performance Indicators et des SLA qui vont nous permettre d'avoir un reporting régulier et de monitorer les objectifs qui ont été fixés, voir comment est-ce qu'ils s'améliorent dans le temps. Donc là, le livrable, c'est
effectivement la politique RSE de l'entreprise, qu'elle va pouvoir communiquer aussi sur son site internet, communiquer à ses clients justement lors des appels d'offres, communiquer à des investisseurs potentiels lors des levées de fonds notamment. Mais c'est vraiment un outil de communication important qui valorise l'entreprise dans son engagement en faveur du développement durable. Alors, l'idée en fait d'avoir cette méthodologie en amont, c'est qu'il y ait un meilleur respect de la réglementation, parce qu'un non-respect de la CSRD, ça peut être voilà, la répression des fraudes ou l'AMF en fait pour les entreprises cotées. Donc l'idée c'est que les experts comptables peuvent être vraiment prescripteurs pour les commissaires aux comptes de cette méthodologie. C'est un cercle vertueux qui facilite les audits, qui a un gain de temps et d'argent, surtout si les audits que vous facturez sont faits au forfait. Donc ça crédibilise la démarche auprès de vos clients. Alors la RSE, c'est maintenant. On va vous exposer maintenant pourquoi c'est le bon timing pour engager ces sujets avec vos clients. Alors la législation, elle a beaucoup évolué dernièrement. Le législateur a vraiment voulu accompagner voilà ce contexte de développement durable. Donc vous connaissez tous notamment en 2009 la mise en place du Grenelle de l'environnement. En 2015, il y a eu la loi relative à la transition énergétique. En 2017, la loi relative au devoir de vigilance. Donc ça, on se rappelle tous les scandales qu'il y a eu, notamment avec l'industrie textile comme Nike ou Shein qui faisaient travailler leur personnel dans des conditions déplorables, même des enfants, etc. Donc le devoir de vigilance, c'est à présent, en fait, de montrer aux clients qu'ils ont le devoir de s'intéresser aussi à la façon dont leurs sous-traitants voilà, produisent les produits ou les services qu'ils achètent. On peut pas seulement voilà, l'ignorer. En 2019, donc la loi Pacte que vous connaissez sûrement avec la naissance donc de l'entreprise à mission. Je sais que certains experts comptables aussi accompagnent les entreprises qui veulent changer de statut et se doter d'une mission, devenir entreprise à mission. En 2021, une loi importante qui est la loi climat et la résilience pour la commande publique, donc qui impose dans les appels d'offres publics d'intégrer les critères de la RSE dans les critères d'attribution du marché, donc pour à peu près 20%. Et suite à cette recommandation de la commande publique, en fait, les grandes entreprises privées ont suivi cette même directive, même si c'était donc volontaire, pour intégrer aussi 20% des attributions, des critères d'attribution du marché pour la RSE. Voilà, donc la directive européenne, donc CSRD, que vous connaissez bien, qui a été promulguée en 2024 et qui va commencer donc l'année prochaine sur prochain exercice. Donc vous allez être clairement impacté par cette directive. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une obligation réglementaire qui est cadencée. Et on peut faire une analogie avec la facture électronique, puisque la CSRD s'applique en premier aux grandes entreprises, aux grandes sociétés, puis aux plus petites, avec pour objectif de couvrir près de 50 000 entreprises au sein de l'Union européenne. Et donc un phasage, à partir de 2025, sont les grandes entreprises qui sont déjà soumises à la NFRD. À partir de 2026, les autres grandes entreprises de moins de 500 ETP cotées. À partir de 2027, les PME cotées de moins de 250 ETP. Et à partir de 2029, les filiales européennes des sociétés mères hors Union européenne. Mais il y a un aspect systémique, en fait, puisqu'on est dans un écosystème économique. Et cet aspect systémique va favoriser une adoption, à notre avis, beaucoup plus rapide que le calendrier purement réglementaire. Parce que les grandes entreprises ont besoin de l'évaluation de leurs sous-traitants pour produire le reporting de Scope 3. Donc, elles vont imposer, en fait, à l'ensemble de leurs sous-traitants de réaliser, d'intégrer ces critères RSE. Il y a aussi que 20% des critères d'attribution des appels d'offres des achats publics et des grandes entreprises portent sur la RSE, donc ça impacte tous les fournisseurs de cet écosystème. On peut identifier aussi des effets de borne, par exemple la région Occitanie qui accorde à présent des subventions uniquement aux entreprises qui ont un impact score.
ou certaines banques qui accordent des prêts à taux bonifiés quand elles sont dotées d'engagements RSE, comme par exemple la Banque Populaire ou la Caisse d'épargne. Donc globalement, on voit qu'il y a, il y a une sorte d'évolution systémique qui est en train de s'engager et clairement obtenir le plus haut niveau d'évaluation RSE est un avantage compétitif qui permet de gagner des parts de marché. Donc, on va faire un focus sur la CSRD, donc l'obligation en matière de reporting de durabilité. Donc, il y a trois grands textes à connaître, que vous connaissez déjà certainement. Donc, la directive CSRD, évidemment. Le règlement de taxonomie, donc ça définit une liste d'activités économiques qui sont compatibles avec les 6 objectifs environnementaux de l'Union européenne. Et le règlement SFDR, donc c'est le Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui définit les obligations de transparence en termes de SG et d'indicateurs extra-financiers pour les acteurs justement de la finance. Donc il y a 12 normes ESRS, donc c'est l'European Sustainability Reporting Standard, qui a été développé par l'EFRAG, donc c'est l'European Financial Reporting Advisory Group que vous connaissez également. Donc on observe donc qu'il y a 4 grandes thématiques pour ces normes ESRS. Il y a d'abord des normes transverses, donc qui s'attachent principalement aux exigences générales, et d'autres en fait pour les informations générales à communiquer, des exigences et des informations. Ensuite, il y a toute la partie environnement, la partie sociale et la partie gouvernance. Donc ça, effectivement, ça crée vraiment le lien entre les reportings et les normes en fait qui doivent être auditées et les piliers de la RSE et les diagnostics de maturité, etc. Donc c'est vraiment le lien entre les normes de la CSRD et puis la RSE dans son ensemble. Donc, les normes ESRS pour les PME, donc l'EFRAG a fait donc 2 propositions pour les faciliter, pour mettre en place la CSRD. Donc, premièrement, pour les entreprises cotées. Donc là, il y a toutes les exigences de publication qui sont rassemblées au sein d'une seule norme qui comprennent 6 sections. Donc, c'est-à-dire les exigences générales, les informations générales, la politique, les actions, les objectifs, l'environnement, la partie sociale et la conduite de l'entreprise. Après, l'idée, c'est de publier si effectivement vous répondez à ces exigences. C'est un reporting aussi volontaire sur les opportunités et les impacts positifs. Ensuite, une autre méthodologie pour les PME qui, elles, sont volontaires. Donc, il n'y a pas d'obligation d'application, mais c'est très encouragé parce que ça montre que vous êtes vertueux auprès de vos clients. Donc, c'est une norme qui comprend un module basique qui est très simplifié avec 12 indicateurs ESG, ainsi que 2 autres modules optionnels qui sont un module narratif, donc plutôt avec des questions sur les politiques et les actions, les objectifs, et un module partenaire économique avec 11 indicateurs ESG pour les entreprises dont les partenaires exigent de répondre justement à un questionnaire ESG. Donc là, on voit vraiment le lien entre justement, c'est pas une obligation, mais de plus en plus de clients posent cette question, demandent à leurs sous-traitants et leur écosystème des questions en fait sur ces questionnaires ESG. Donc il faut vraiment s'en saisir rapidement. Il y a toute la documentation aussi qui est téléchargeable sur le lien ci-dessous pour avoir plus de détails. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les normes ESRS sont sectorielles. Donc, c'est-à-dire que ça va vraiment permettre de pouvoir comparer le même critère, par exemple RSE, au sein d'un même secteur d'entreprise. Parce qu'effectivement, une entreprise qui travaille dans l'industrie pétrolière, elle aura, enfin, son indice RSE ou le score qu'elle va faire va pas du tout être le même que quelqu'un qui travaille dans l'agriculture. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est pouvoir vraiment avoir un référentiel commun
comparer des critères qui sont communs aux entreprises d'un secteur, pouvoir les comparer entre elles, donc faire du benchmarking. Et typiquement, par exemple, dans les appels d'offres, en fait, on va pouvoir comparer des fournisseurs d'un même secteur parce qu'ils vont répondre à la même norme, au même référentiel. Donc, il y a deux normes transversales en termes de méthodologie. Il y a la liste des exigences générales et la liste des informations générales, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc là, ça fait vraiment le lien aussi avec la RSE, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour renseigner le rapport de durabilité avec des exigences générales. Qu'est-ce que la double matérialité et comment réaliser une analyse de double matérialité. C'est des choses en fait voilà, auxquelles il faudra répondre pour structurer le rapport de durabilité et de la CSRD. Et ensuite, il y a une liste d'informations générales. Donc là, c'est plutôt ces informations qui sont à publier, qui vont être communes à toutes les entreprises en termes donc de gouvernance, en termes de stratégie, en termes de gestion des impacts, des risques et des opportunités, et tout ce qui est métrique, cible en matière de durabilité. Donc avoir des objectifs smart, mesurables, etc., qu'on peut monitorer dans le temps. Donc les informations générales à publier, elles sont de plusieurs ordres. Il y a une base générale qui va permettre d'établir la déclaration de durabilité et une publication d'informations qui est relative à des circonstances particulières, donc notamment la gestion des IRO, donc c'est les impacts de risque et les opportunités. Donc il y a toute une partie voilà, gestion des RIO, gouvernance, stratégie de l'entreprise, donc quel est son modèle économique, quelle est sa chaîne de valeur, quels sont ses intérêts, le point de vue des parties prenantes. Et ensuite, donc comment est-ce qu'on mesure, quelles sont les métriques qui sont relatives aux questions de durabilité importantes et comment on suit ces politiques-là dans le temps. Alors là, on trouvait important de vous partager un exemple d'achat responsable pour valoriser la clause sociale. Donc, c'est-à-dire que quand vous achetez des prestations de vos clients, ils peuvent faire le choix donc d'avoir des fournisseurs mieux-disants, mais aussi donc de valoriser cette clause sociale de la RSE. Et donc là, c'est faire appel justement à des entreprises adaptées. Donc on travaille avec un partenaire GDS qui est une entreprise adaptée, donc un ESAT, et qui permet donc de valoriser en fait euh, l'appel en fait et la contribution au secteur adapté pour pouvoir donc éviter de payer des amendes si vous êtes en dessous d'un certain seuil et aussi pouvoir valoriser en fait ce chiffre d'affaires utile qui va être déduit des impôts. Donc là, on s'aperçoit que pour la région sud, le pourcentage de main-d'œuvre par type de prestation, il est évidemment plus important dans les prestations intellectuelles, dans ce qui est mise à disposition de personnel, services financiers, frais de recouvrement, et moins quand il s'agit de fournitures. Donc selon la typologie en fait de services ou de ce que vous achetez, en fait, vous avez un taux d'éligibilité qui est plus ou moins important sur la partie main-d'œuvre. Donc ça indique voilà, tout le type de prestation qui peut être fait par les ESAT. Et donc la différence entre les ESAT, qui sont des établissements de services d'aide par le travail, et l'EA, qui est une entreprise adaptée. Donc là, on vous a présenté un exemple très concret d'une entreprise qui est basée sur toute la France, avec 5 BU, qui a plus de 16 millions d'euros de dépenses, près d'une STPA, et dont près de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires utile pour 84% de part de main-d'œuvre. Donc, c'est-à-dire en fait que ça représente un montant favorable de 4 millions d'euros.
Et en fait, ces prestations-là, elles peuvent être valorisées. Donc là, elles sont regroupées en 3 prestations phares, qui sont l'enlèvement des déchets, l'entretien des espaces verts et la blanchisserie. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer que avec ce type de partenariat et d'avoir recours à des EA et des ESAT, le montant des dépenses collectées en plus du fichier fournisseur correspond à 3 millions d'euros, 3 millions 3 d'euros. Donc c'est autant euh, d'économies en fait et de valorisation qui ont été effectuées par ce biais-là. On vous l'enverra en détail pour que vous puissiez regarder. On voulait vous faire un focus aussi très important sur les logiciels informatiques qui existent en termes d'ESG parce qu'il faut que les données soient fiables. Donc nous, on travaille avec un logiciel qui s'appelle GEP Green et qui nous aide en fait à mesurer la performance ESG avec un grand nombre d'indicateurs voilà, environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc qui répondent vraiment à la RSE. Et après, donc, par critère, il y a en fait voilà, des sous-ensembles pour vous donner un peu plus de détails sur la façon dont ça fonctionne. Ensuite, on peut aussi donc la partie mesure, la partie action et la partie reporting. Dans la partie action, en fait, le logiciel fournit des outils et des informations qui vont être nécessaires pour améliorer les performances ESG. Donc, par exemple, développer des stratégies de carbone robustes, identifier et gérer les risques ESG des fournisseurs. Donc, ça, c'est assez important pour pouvoir les monitorer dans le temps et s'assurer que les fournisseurs ne dévient pas trop de la norme. Et le logiciel est également capable de créer des rapports avec des objectifs de conformité en externe. Donc, il peut produire et analyser voilà, tout ce qui est paramètres ESG. Il interagit aussi efficacement avec les fournisseurs parce que ça nous permet, en fait, quand on a ce logiciel, d'améliorer nos capacités de gestion des risques ESG liés à nos fournisseurs. Donc là, on adresse clairement le scope 3. Et ça nous permet aussi de se concentrer sur les émissions de carbone et la diversité si on veut mettre en place des stratégies donc en interne par contre pour gérer ces aspects-là. Ça permet également de suivre tous les projets ESG de l'entreprise. Alors maintenant, on va aborder la question intrinsèque et fondamentale de pourquoi on a souhaité faire un partenariat avec les experts comptables. On a essayé de lister l'ensemble des avantages concurrentiels que ça peut procurer de travailler avec Impactis. On a identifié donc 4 pôles principaux. Le premier, c'est l'amélioration de votre positionnement en termes de rôle de conseil. Ça permettrait de valoriser votre image en tant que prescripteur d'une solution qui est à la fois profitable aux clients et aux commissaires en compte. Ça permettrait également de justifier d'honoraires premium, puisque vous avez un double positionnement, à la fois d'expert comptable, mais aussi de conseil. Un autre élément assez important qui nous paraît utile, c'est que ça peut vous favoriser le développement de votre business. Déjà parce que vous améliorez la santé financière de vos clients, donc ce qui pérennise naturellement votre activité. Après, vous apportez une satisfaction et une sécurisation de vos clients qui nécessairement peuvent vous recommander. Et puis c'est aussi un levier de prospection parce que pour démarcher de nouveaux clients, quand on a une offre différenciante à haute valeur ajoutée comme celle-ci qui permet clairement d'améliorer la rentabilité de ses clients, c'est un argument significatif pour pouvoir capitaliser sur de nouveaux clients. En termes un autre aspect, c'est l'économie de fonctionnement, puisque en vous appuyant sur nous, vous avez pas de formation de personnel à la RSE à faire ou d'outils spécifiques à adopter. Et puis vous bénéficiez d'un gain de temps puisque les clients sont nettement plus autonomes dans la production de leur reporting et vous sollicitent moins pour savoir comment s'y prendre, quelle méthodologie, quel outil, etc. utiliser pour le faire. Enfin, en termes il y a un autre atout, c'est la sérénité, puisque
l'avantage de fonctionner de façon synergique, ça permet d'avoir un process qui est fluide entre le client, l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Euh, et nous, on intervient en tant que partenaire, catalyseur en fait de cette synergie. Et vous bénéficiez d'un partenaire unique pour la RSE qui apporte tous les outils attendus par le client en termes de conseils, d'outils et de méthodologie. Et enfin, en termes de sérénité, il y a un autre axe qui est quand même très important, c'est que ça vous permet de vous assurer que les données qui sont produites sont solides et conformes aux exigences attendues par les commissaires aux comptes. Donc voilà un peu l'ensemble des éléments qu'on a identifiés pour les experts comptables. Et on a souhaité aussi distinguer le bénéfice pour les commissaires aux comptes, qui eux sont plus orientés sur des gains de productivité. Sur la partie audit, celle-ci est proprement facilitée puisqu'elle s'appuie sur des données produites qui sont fiables. Sur un périmètre RSE qui est complet, qui couvre le scope 1, 2 et 3, et qui s'appuie aussi sur nous, c'est un partenaire référent de la RSE qui peut vous accompagner pour répondre à vos questions éventuelles. En termes de conformité, ça vous garantit un reporting qui est produit en conformité avec la réglementation. Ça vous améliore le risque de sanction puisque vous avez la possibilité de justifier que ces données sont produites par un tiers de confiance. Un autre aspect, c'est l'économie, puisque vous bénéficiez d'une absence de relance client grâce à des données qui sont exhaustives et une réduction des coûts d'audit grâce à des données de qualité. Donc là, on voit bien que la qualité du process, de la méthodologie et de la production des données est prépondérante pour effectivement éviter de consommer du temps en aller-retour avec le client pour qu'il fiabilise ces informations. Et en termes de sérénité, évidemment, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, un process fluide entre le client, l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Et donc toujours un partenaire unique pour la RSE qui cadre les clients en termes de conseils, d'outils et de méthodologie. Donc vous déchargez en fait sur nous pour accompagner les clients, pour vous permettre d'avoir les meilleurs reporting possibles. Alors, en termes de mode de fonctionnement, comme vous l'avez expliqué, nous, on souhaite fonctionner en success fee à 100%, c'est-à-dire exclusivement sur un pourcentage des économies qu'on réalise. Mais il y a plusieurs façons de fonctionner. Vous expliquer. Oui, donc effectivement, en fait, on peut vous proposer des missions en marque blanche, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes la tête de pont près de vos clients et en fait, vous nous sous-traitez toute cette partie de amélioration des achats, etc., amélioration de la RSE, donc pour produire étant donné le scope 3 et le scope 1 et 2. On peut faire aussi des missions en direct, donc peut-être via un module d'apporteur d'affaires, donc via une entité tierce hors la profession réglementée d'expert comptable. Nous font travailler en recommandation réciproque auprès de nos clients quand on fait donc des accompagnements pour recommander vos cabinets d'audit et d'experts comptables. On peut faire également tout ce qui est support à vos équipes via notre expertise RSE et on souhaitait aussi vous proposer d'animer donc votre réseau client sous forme de sensibilisation RSE et achat responsable auprès de vos clients, voilà, sous forme de d'afterwork ou dans laquelle on viendrait leur expliquer les attendus et les avantages de se mettre en ordre de marche pour être compliante avec la RSE. Donc concrètement, on a élaboré un plan d'action pour vous accompagner dans cet échange avec vos clients. On a identifié 3 secteurs qui nous paraissent importants d'adresser de façon synergique. Le secteur du bâtiment, le secteur de la santé, le secteur agricole, ce sont les 3 pôles d'activité importants de la région d'Occitanie. Donc, si on prend par exemple le secteur du bâtiment, on pourra initier une phase de démarchage, de prise de contact jusqu'au mois de septembre, qui se concrétiserait par une session de sensibilisation, un after work fin septembre.
à la suite desquels on pourrait entrer dans la phase d'optimisation des achats pour un pool de clients qui sont liés au bâtiment, qui nous voilà, prendrait 5 à 6 mois pour réaliser cette prestation, et ensuite entrer dans une phase proprement dite de déploiement de la RSE pour ses clients et ainsi terminer fin août avec voilà, tout un secteur optimisé pour l'ensemble de vos clients qui bénéficient donc des meilleurs tarifs possibles sur le marché et qui ont incrémenté la RSE de façon optimale et donc qui bénéficient d'une société à la fois optimisée financièrement et optimisée en termes de positionnement RSE. Et faire en fait enfin, cette démarche de façon récurrente, d'abord sur le bâtiment, ensuite sur la santé 2 mois plus tard, et ensuite sur la partie agricole encore 2 mois plus tard, de façon à adresser de façon assez massive et significative une bonne part du marché sur le courant de l'année jusqu'à la fin décembre 2025. Donc les enjeux pour vous, aujourd'hui les enjeux, c'est de faire connaître notre partenariat à vos clients. L'objectif sous-jacent, c'est de démontrer que vous pouvez vous positionner comme apporteur de solutions concrètes et démontrer que vous pouvez vous soucier de la réussite financière de vos clients, tant sur la partie personnelle que professionnelle. En termes de solutions, on vous propose de fournir des mails de présentation d'invitation à la session de sensibilisation sous format d'afterwork avec un kit de communication pour adresser valablement vos clients sans difficulté. Alors, l'autre avantage de fonctionner de façon groupée, il y a deux avantages. Ça abaisse en fait le seuil à partir duquel les sociétés sont éligibles. On vous a parlé en introduction que les entreprises devaient avoir au moins 2 millions d'euros d'achat de chiffre d'affaires. Si on réalise voilà, des achats collectifs, une refonte d'optimisation des achats de façon collective, ça permet d'abaisser ce seuil, enfin carrément de le faire disparaître, puisqu'on peut directement solliciter les fournisseurs pour un ensemble d'acteurs. Voilà, on arrive au terme de notre présentation. Et on souhaitait vous faire part d'un certain nombre de bonus qu'on souhaitait mettre en place dans le cadre de notre partenariat avec l'Ordre des experts comptables. On souhaitait donc vous mettre à disposition gratuitement un webinaire RSE pour acculturer vos ressources en interne si vous le pensez nécessaire. On vous mettrait à disposition les formations RSE dédiées pour vos clients, mais à tarif préférentiel. Et dans notre idée, notre démarche, c'est à terme de pouvoir créer une centrale d'achat dédiée aux cabinets d'experts comptables et aux commissaires aux comptes et à leurs dirigeants, de façon à adresser valablement les services dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez prendre rendez-vous d'ores et déjà avec nos équipes en scannant le QR code qui se trouve sur votre droite, de façon à ce qu'on puisse apporter des réponses peut-être plus précises sur des cas particuliers que vous pourriez avoir, ou des questions que vous pourriez avoir au-delà de celles auxquelles nous allons répondre présentement. Voilà, donc c'est vrai qu'au sein d'Impactis, en fait, notre plus grande motivation, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur notre territoire parce qu'on a été donc à des postes de management dans des grands groupes. Et là, aujourd'hui, c'est mettre notre expertise, notre savoir-faire au service de notre territoire et d'être au plus près donc, des PME comme vous l'êtes avec vos clients. Alors, on va peut-être passer aux questions s'il y en a et vous présenter aussi, voilà, donc si vous voulez nous contacter également, si vous avez des questions. On vous remercie beaucoup de votre attention. On espère que voilà, cette session vous aura intéressé et on espère pouvoir échanger avec vous ultérieurement. On va regarder s'il y a des questions.
Alors oui, effectivement, on va vous envoyer le support de formation après le webinaire parce que c'est vraiment en fait voilà assez complet. On a fait beaucoup de recherches aussi, on s'est formé sur toutes les normes ESRS, etc. Donc oui, évidemment, vous aurez le contenu de la formation, le support. Ah, vous n'aviez pas eu de... Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc si vous n'avez pas l'occasion de les poser maintenant, on va vous remettre à l'écran notre fiche de contact. N'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, du coup, on a vraiment à cœur de pouvoir partager notre expérience et on pense vraiment qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les entreprises de la région pour optimiser leurs achats et puis se mettre en route pour voilà, pour la RSE, ce qui est quand même très vertueux pour notre territoire et pour nos entreprises. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été très exhaustif. C'est parfait. N'hésitez pas en tout cas à nous recontacter voilà, ultérieurement et on vous enverra évidemment voilà, les supports de présentation. Merci beaucoup à tous. Merci.